Je me surprends parfois le soir à tenir mon téléphone entre mes doigts et à le regarder comme on observe un petit mystère. Quelle métaux se cache derrière cet écran lumineux? Peut-être comme moi, vous vous êtes déjà posé la question. Pour y répondre, j'ai appelé mon ami Saïd, il est responsable à la mine de cuivre à Teasers. Sa réponse m'a impressionné. Mon téléphone contient du cuivre, indispensable pour conduire l'électricité, du cobalt et du lithium dans la batterie, du nickel dans les circuits, de l'or et des terres rares pour les composants les plus sophistiqués. Accrochez-vous, ce sont 40 métaux différents que l'on peut retrouver dans un téléphone portable. Oui, vous avez bien entendu, 40 métaux. Et ces métaux ne servent pas qu'à nous appeler ou à nous envoyer des photos et des textos. Ils entrent dans les batteries des voitures électriques, dans les réseaux d'énergie renouvelable, dans les avions, dans les trains, dans les structures de nos immeubles et même dans nos médicaments. Bonjour à tous, je suis Mohamed Nabil et vous écoutez Managem Inside, le podcast qui explore les ressources qui bâtissent le monde de demain. Face à mon enthousiasme, Saïd m'a alors proposé de venir sur place, d'aller voir de mes propres yeux comment tout commence là où la roche brute se transforme en minerai. C'est ainsi que je me retrouve dans le train pour Agadir. Le wagon se balance, le paysage défile, des oliviers, des arganiers, du relief, des petits villages et moi qui imagine déjà la mine. Dans la capitale du Sud, un chauffeur m'emmène vers Teasers à plus de 160 km. Sur la route, les questions reviennent plus précises. À quoi sert le cuivre que l'on extrait ici? Peu à peu, à mesure que nous pénétrons dans les montagnes escarpées, la végétation s'éclaircit, le paysage devient minéral. Et puis, au bout du chemin, la mine apparaît. Immense, on a le souffle coupé. Elle occupe des kilomètres. Elle s'affirme comme un paysage à part entière. À mon arrivée, Saïd me donne mes premières réponses. Le cuivre, m'explique-t-il, est partout. Excellent conducteur, on le retrouve dans les câbles et dans les appareils électriques. Dans la plomberie, car c'est un antibactérien, dans l'industrie pour fabriquer vannes et pompes, et dans les transports au cœur des moteurs électriques et des systèmes de freinage. Pour illustrer ses propos, Saïd me montre un amas de roches sombres, le cuivre à l'état brut. Je ne peux m'empêcher de penser, voilà, c'est ce morceau de pierre qui finira peut-être dans mon téléphone. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord le découvrir. Il me présente alors le géologue en chef du site, enthousiaste à l'idée de partager avec moi les secrets de l'exploration minière. Ce qu'il m'explique ressemble à un véritable cours magistral. Tout commence par la prospection. D'abord, les scientifiques observent de très vastes territoires depuis le ciel. Satellites, avions, hélicoptères et même des drones survolent les reliefs pour collecter des données géologiques et dresser une première cartographie. Cette étape, appelée phase Greenfield, se situe très en amont de la chaîne de valeur. Elle demande peu d'investissement comparé à la suite, mais elle est déterminante. On dit souvent que pour $1 investi à ce stade, le retour peut être multiplié par 10, puis par 100 si le projet aboutit. Autrement dit, chaque image, chaque pixel peut changer le destin d'un site. Une fois la prospection réalisée, le travail se poursuit au sol. Des équipes de géologues et de techniciens prélèvent des échantillons, observent les formations rocheuses et mobilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. La géophysique mesure la densité, la conductivité ou encore le magnétisme des roches. La spectrométrie hyperspectrale analyse la lumière réfléchie par les minéraux pour distinguer argile et métaux invisibles à l'œil nu. Mais la technique qui m'impressionne le plus est la géochimie ionique. Cette méthode permet de détecter des ions métalliques provenant des profondeurs qui avoisinent le kilomètre. Toutes ces informations sont croisées et modélisées dans les logiciels puissants. Peu à peu, un modèle en 3 dimensions du site minier prend forme, révélant ce que l'œil humain ne pourrait jamais percevoir. Ce n'est qu'à partir de là que viennent les forages. La méthode la plus courante s'appelle le carottage. Dans le sol, on enfonce un tube, le carottier, qui ramène un échantillon cylindrique, la carotte. Ces cylindres de roche longs de plusieurs centaines de mètres sont les témoins physiques des profondeurs. Ils sont décrits, photographiés puis soigneusement rangés dans des boîtes. C'est un moment clé car le carottage coûte cher. Forer un mètre revient à environ $200. À grande échelle, la facture va crescendo et se chiffre rapidement en millions. Chaque trou doit donc être pensé, justifié et ciblé avec la plus grande précision. Les carottes partent ensuite au laboratoire. Là, chimistes et minéralogistes décortiquent la composition. Teneur en minerais, texture, minéraux associés, ils identifient les éléments bonifiants qui augmentent la valeur du minerai et les éléments pénalisants qui la réduisent. Aussi, ils testent la facilité d'extraction. Et le comble, tout peut s'arrêter à ce stade. Le géologue m'explique que pour l'or, par exemple, il existe une différence fondamentale. Il y a l'or libre, facile à récupérer, et l'or réfractaire,
piégés dans des réseaux cristallins et beaucoup plus coûteux à extraire. Deux réalités qui n'ont pas la même rentabilité. Pour le cuivre, la logique est la même. Un minerai brut à 1% n'a aucune valeur économique. Il faut le concentrer jusqu'à atteindre des teneurs viables, au-delà de 20% pour qu'il devienne réellement commercialisable. Dans le même temps, les laboratoires analysent la possibilité d'éliminer des éléments indésirables afin d'obtenir un concentré le plus pur possible. Si les résultats sont concluants, on passe à la délimitation pour quantifier précisément le gisement. On forcelant un maillage régulier, 25, 50 ou 100 mètres entre chaque trou, selon la géologie. Chacun de ces forages alimente une modélisation géologique en 3 dimensions. Elle intègre des dizaines de variables, teneur, minéralogie, structure, fracturation, continuité et discontinuité. Cette modélisation, dite géométallurgique, permet d'estimer le tonnage total et d'évaluer la faisabilité technologique et économique du projet. En général, ce travail prend entre 3 et 6 mois et coûte quelques centaines de milliers de dollars. Une fois les ressources établies, l'exploration cède le relais à l'ingénierie. J'appelle salle contrôle, salle contrôle. Ok, c'est bon, très bien. L'étude de faisabilité commence. Ingénieurs des mines, métallurgistes, hydrogéologues, économistes, experts environnementaux et sociaux se réunissent. Ensemble, ils évaluent les impacts, les infrastructures nécessaires et les coûts. Ces études durent souvent près d'1 an. Pour certains projets, les investissements peuvent atteindre le milliard de dollars. Les décisions prises à ce stade déterminent l'avenir du site. Puis vient le temps de la construction. Route, centrale électrique, usine de traitement et base de vie. Autour d'une mine, un véritable écosystème humain et technique se met en place. Mais l'exploration ne s'arrête pas là. On parle d'exploration brownfield. Chercher autour d'une mine en activité de nouvelles réserves pour prolonger sa durée de vie. Une mine démarre souvent avec une estimation de vie de 10 à 15 ans. Mais grâce à l'exploration continue, certaines atteignent 50 ans, voire davantage. À Abu Izzer, par exemple, l'exploitation se poursuit depuis près d'1 siècle. Sur le terrain, la responsabilité des géologues est lourde. Ils doivent vérifier que les teneurs annoncées correspondent à la réalité. Si l'on prévoit 1% de cuivre et que l'on n'en trouve que 0,7%, les conséquences financières sont importantes. Pour limiter les risques, l'industrie s'appuie de plus en plus sur le numérique. Capteurs en temps réel, analyse automatisée, maintenance prédictive. L'objectif reste le même. Réduire l'incertitude, sécuriser la rentabilité et de plus en plus minimiser l'impact environnemental. En quittant Tizet, je garde une image précise. Derrière chaque filon, derrière chaque tonne de métal, il y a des années de patience, de mesures, d'essais et d'erreurs. L'exploration minière est loin d'être un coup de chance. C'est un chemin long et méthodique où se mêlent intuition, science et technologie. Aujourd'hui, les satellites, les drones et l'intelligence artificielle accélèrent et affinent ce travail qui reste avant tout humain. Ce sont des femmes et des hommes qui sondent des profondeurs pour révéler les richesses cachées de la Terre. Sur la route du retour, je reprends mon téléphone. Il devient léger entre mes doigts, presque fragile à côté de la machine qui a extrait le cuivre. Je ferme les yeux, les pièces du puzzle se mettent en place, la roche qui dort des millions d'années, l'œil humain qui la repère via un satellite, la carotte qui prouve, le laboratoire qui juge et l'usine qui transforme. Derrière chaque objet du quotidien, il y a des décennies de science, des décisions et des vies. L'exploration n'est pas un miracle, c'est un long voyage qui relie la curiosité à l'ingénierie, le geste du géologue à l'algorithme, la pierre à nos vies. On vient de parcourir le terrain, de voir les gestes, les machines et les hommes. Mais derrière cette réalité se cache une révolution technologique, l'exploration 4.0. L'exploration garde sa trame en 3 temps, prospection, évaluation et validation. Chacune de ces étapes est désormais alimentée par des données. Satellites, drones, lidar, sismique, spectrométrie, capteurs de terrain et analyse du sol. Toutes ces technologies recueillent des signaux invisibles. Ces flux sont horodatés, nettoyés puis centralisés dans une plateforme commune. C'est là que naît le jumeau numérique, une représentation dynamique du site qui se met à jour à chaque nouvelle observation. Ce qui change, ce n'est pas seulement la quantité d'informations, c'est la manière dont elles se connectent. Sur ce jumeau numérique, on ne se contente pas d'observer, on simule. On exécute des milliers de scénarios pour mesurer en quelques clics l'impact de chaque choix. L'incertitude devient mesurable. Chaque cible d'exploration reçoit un niveau de confiance. Et pour chaque niveau de confiance, on définit des critères précis. Teneur moyenne, tonnage, récupérabilité métallurgique, contraintes hydriques, coûts estimés. Ce sont ces critères chiffrés qui conditionnent la marche à suivre. De cette manière, chaque décision résulte de la rencontre entre modèle numérique et expertise humaine.
En ciblant mieux, on réduit la surface d'investigation, parfois jusqu'à 70%. Ainsi, on évite des dizaines, voire des centaines de forages inutiles. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie, c'est aussi une réduction de l'emprise au sol, moins d'émissions et moins d'impact sur les populations. Chaque mètre économisé compte à la fois en budget et en empreinte environnementale. Et surtout, ce qui durait autrefois des années peut désormais se faire en quelques mois. Ce raccourci change le rythme des projets et la capacité à répondre vite aux besoins industriels. Sur le plan humain, les métiers évoluent. Les géologues collaborent avec les data scientists, les équipes de terrain apprennent à lire des simulations. La technologie devient un levier pour prendre des décisions étayées et responsables. Cette transformation n'est pas seulement une innovation technologique, c'est une mutation stratégique. À l'heure où la demande en cuivre, en lithium, en cobalt par exemple explose, sécuriser des ressources est un enjeu de souveraineté industrielle. C'est pour cette raison que Managem investit chaque année des millions de dollars pour industrialiser cette nouvelle manière de prospecter qui rend la décision plus rapide, plus précise et surtout plus fiable. Pour comprendre comment tout cela se met en œuvre concrètement, je reprends la route direction Marrakech à la rencontre de Houm Acha, directeur exécutif de l'exploration chez Managem. Dans la ville ocre, le soleil tape fort sur la route qui mène au siège de Managem. C'est ici que je retrouve le Houm Acha. Avec lui, on quitte la surface pour plonger dans les entrailles de la Terre. Alors, il y a les nouvelles technologies d'exploration qui sont révolutionnaires. Et je vais commencer par le domaine de la géophysique. C'est les propriétés physiques, encore une fois, de tout ce qu'on a sur notre planète, que ce soit le sol, la roche, l'eau, pour clarifier et être plus explicite sans être trop technique. Parmi les propriétés physiques des roches, vous savez, la conductivité électrique. Oui. Voilà, le cuivre est conducteur. Et qu'on Il est utilisé pour transporter de l'électricité. Le fer est dense, donc la gravité, la densité. Mm. Il est magnétique aussi. Voilà une autre D'accord. propriété physique de la roche Oui. aussi. Donc on utilise tout ça. Aujourd'hui, on arrive à faire de la magnétotellurique par satellite, ce qui n'existait pas avant, ce qui effectivement permet d'explorer des profondeurs inimaginables de la lithosphère. On arrive aujourd'hui à prospecter, à cartographier les racines des systèmes minéralisateurs jusqu'au manteau, jusqu'à 200-250 km de profondeur. Alors qu'il y a quelques années, on ne dépassait pas. Dans le domaine des mines, les pétroliers ils vont certainement à 10 km maximum. Les miniers, nous, on ne dépasse pas le kilomètre. Mais aujourd'hui, on arrive à faire de la cartographie lithosphérique jusqu'à 200 km de profondeur. Par satellite. C'est combiné avec des données qui sont recueillies au sol, en l'occurrence des données pétrolières, qui à l'époque n'étaient pas incluses dans le système minéral intégré ou dans l'approche pluridisciplinaire utilisée par les miniers, notamment la sismique, que ce soit réflexion, réfraction ou autre, la sismique active ou la sismique passive, mais ils sont aussi utilisés dans ce que les anglo-saxons appellent le Mineral System Thinking. Les systèmes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, les systèmes minéralisateurs, et ça nous permet de circonscrire ces domaines-là de plus de 70% en faisant ce type de travail, exactement. Parce qu'on va collecter, on va cartographier les racines des systèmes minéralisateurs à 10 km de profondeur, à 50 km de profondeur, à 100, à 200 km de profondeur. Donc ça permet de réduire la surface à explorer et donc du coup, et de facto, le temps et le coût de l'exploration aussi. Et en même temps, d'augmenter la probabilité de découverte. Dans ces mots, on mesure à quel point la géophysique a franchi un cap. Là où l'exploration minière se limitait à quelques centaines de mètres, les satellites ouvrent désormais des fenêtres jusqu'à 200 km de profondeur. Ils révèlent les racines invisibles des systèmes minéralisateurs. La révolution ne s'arrête pas là. Elle touche aussi la manière d'observer la surface, avec une finesse inédite qui transforme la cartographie en art. Aujourd'hui, toujours par les satellites, tout ce que je décris par satellite est faisable par avion ou par hélico. C'est des méthodes aéroportées. Et le changement fondamental aujourd'hui, c'est d'abord la précision des outils, mais aussi le fait de pouvoir les pratiquer à partir des satellites. Donc il y a la spectrométrie, c'est la réflexion de la lumière par les minéraux ou par les cellules des plantes. C'est ça la spectrométrie, on appelle la propriété physique cette fois-ci, c'est de la réflectance. Et puis ces méthodes-là ont connu une évolution aussi
extraordinaire et inégalée dans le sens que on peut aujourd'hui faire la cartographie minérale, c'est-à-dire que on peut faire la cartographie d'une argile, d'un type d'argile. Le Rasseul, c'est la smectite. On peut faire la cartographie à l'échelle mondiale de le Rasseul, de la smectite. Ben, vous imaginez bien qu'en ayant la cartographie de ces minéraux-là hyper spectrales, on peut reconstituer la roche, et ça, c'est une révolution. Alors, une révolution en termes de technologie, en termes de temps, en termes de coûts, de tout. Vous savez, dans le passé, la cartographie, bon, on peut parler du cas du Maroc, les vétérans, les grands géologues marocains qui ont passé leur temps à sillonner le Haut Atlas. Il faut rendre hommage à Choubersky, à Juravsky, à André Michard, à des cartographes qui ont fait la cartographie du Maroc, qui passaient, Formuré, cette dame géologue aussi, qui a marqué l'histoire de la géologie du Maroc, passaient des mois, sinon des années, à sillonner le Maroc, le Haut-Atlas, l'Anti-Atlas, pour faire de la cartographie. C'est fini ce temps-là, c'est révolu. Moi aussi, j'ai fait ma part. Quand j'ai commencé il y a déjà 35 ans, je faisais la cartographie avec une planche, du papier millimétré, la trousse à géologue, les crayons de couleur, enfin tout ça, quoi, la gomme. Ce temps est révolu. Et ça, son impact va être que, en termes de temps, c'est presque la cartographie en live. Ce que les géologues d'avant faisaient en 6 mois, on va le faire en 1 semaine. Mais l'évolution ne s'arrête pas là, à la surface ou à la lumière. Elle plonge aussi dans la matière à travers les traces laissées par les métaux dans le sol et dans la flore. Il y a la chimie aussi, la géochimie. C'est la chimie de tout ce qui constitue la croûte lithosphérique, y compris les plantes, le sol, les alluvions, les éluvions, le sable, la roche, tout ça. Récemment, il y a de nouvelles méthodes qui permettent d'explorer aussi en grande profondeur. Et son avantage, au-delà de la grande profondeur, de la précision, c'est de pallier aux contaminations de surface. Vous savez, dans toutes les régions, vous avez l'orpaillage, vous avez le vent, vous avez aussi les ruisseaux. Cette méthode-là, elle collecte les ions métalliques mobiles qui proviennent des grandes profondeurs jusqu'au kilomètre. Et donc, ça nous aiguille directement à la source de ce que nous, on appelle dans notre jargon anomalie, comme en médecine. L'anomalie en médecine aussi, c'est la même chose. Quand ils font un scanner, ils vont chercher une anomalie. Nous aussi, quand on fait une géochimie ou une géophysique, on cherche une anomalie. Et une anomalie, pour nous, il a un sens positif, contrairement à la médecine. Ouais. Chez nous, une anomalie, c'est une cible potentielle, une cible de découverte potentielle. Voilà, cette méthode-là aussi, tout ce que je vous dis, en toute humilité, est utilisé par Managem, est introduit dans les technologies d'exploration de Managem depuis quelques années. Ces signaux subtils enrichissent un immense flot de données et pour les analyser et les traiter, entre en jeu une autre révolution technologique, celle du numérique. Le digital, c'est pas seulement dans le processing, c'est pas seulement dans la machine learning, c'est dans tout le processus. Je vais m'expliquer puisque c'est aussi quelque chose qui est introduit dans notre groupe. C'est une révolution digitale ou numérique qui commence à partir de la collecte des données. Quand on fait une cartographie par satellite, ou par aéroportée, ou par héliportée, ou par drone, on reçoit une data digitale. Quand on va faire des vérifications au sol par les géologues, les données qu'on récupère sont aussi digitales, directement liées à la tour ou au cloud ou ce que vous voulez, en temps réel. Après, quand on a ces datas-là, on va faire appel aux algorithmes, donc à la machine learning ou deep learning, dépendamment des cas, aux algorithmes adaptés et appropriés pour faire le traitement de ces données-là. On est à quelques dizaines de terabytes. C'est une méga data. Je parle des projets au Maroc, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. On est en dizaines de terabytes. C'est des vrais big data. On manipule ça dans une réunion. Donc, c'est un peu ça le système. Après, sur le plan organisationnel et structurel, bon, on a anticipé un peu sur ça. On a constitué une structure de data science en interne. On a établi un programme d'upskilling, de reskilling des géologues du groupe pour les initier aux méthodes d'exploration digitale sur terrain.
Et aujourd'hui, je pense que, sans aucun propos ostentatoire, on est, je pense, à 70-80% digital dans le groupe. Et pour être plus efficients, les géologues eux-mêmes doivent apprendre à lire ce nouveau langage. Entre sciences du terrain et data science, ils arpentent les chemins du progrès pour descendre jusqu'au cœur de la roche, au plus près de la matière extraite des profondeurs. Alors maintenant, il y a aussi une révolution concernant la géologie de terrain. Et ça concerne le logage ou le logging des sondages, des carottages, la caractérisation des carottages. Le logging, c'est la cartographie détaillée des logs de carottage. Aujourd'hui, il y a une technologie, la meilleure aujourd'hui, la plus avancée, c'est le CoreScan, qui permet de cartographier les carottés en temps réel, jusqu'à 1000 mètres par jour, en temps réel. C'est un scan, elle est déjà utilisée. Nous avons un équivalent, nous l'avons à Marrakech, le ZEISS. Alors, la carotte, il est scanné, cartographié, avec un laps de temps et donne toutes les variables qui concernent la carotte. Le minéral, les minéraux qui composent la carotte, le type de roche, la fracturation, tout ce qui concerne la carotte. Quand on l'a fait, enfin nous le bon géologue, il va faire 20 mètres par jour. Aujourd'hui, un seul core scan, c'est 1000 mètres. Il peut faire 1000 mètres par jour. Et pas seulement ça, parce que nous, ce qu'on faisait au manuel, c'est juste le macroscopique. Là, le core scan, il fait le microscopique, parce que nous, dans le passé, qu'est-ce qu'on allait faire? On va faire le macroscopique sur terrain, on va prendre des échantillons, on va aller au laboratoire. On va utiliser le microscope optique, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le microscope électronique à balayage, le MEB ou le MET, on ne les avait pas, et on va aller passer encore un mois au laboratoire, sinon faire appel au professeur universitaire, au minéralogiste, pour nous faire la description microscopique. Aujourd'hui, tout ça fait par le core scan, pas plus besoin du géologue, plus besoin du professeur. À la fin de cette interview, une question continue de résonner dans ma tête. Le jour où les minerais existants sur notre Terre commenceront à devenir rares, voire inexistants, que ferons-nous? Ce phénomène que les spécialistes appellent la déplétion est une réalité. Il risque de devenir une pierre d'achoppement pour l'essor notamment de l'industrie, de la technologie et des sciences. Avec son flegme, son professionnalisme et sa grande compétence, le MHA me répond que l'avenir de la prospection minière sera dans les abysses des mers et des océans, mais également au-delà de notre Terre. Elle se fera dans l'espace, car planètes, astéroïdes et comètes regorgent de richesses. Ce seront les mines de demain. Une gageure à relever.